Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter le sujet du patinage français et de quoi il s'agit. N'hésitez pas à prendre une tasse de café ou quelques pâtisseries pour vous détendre quand vous écoutez à ce podcast. Nous allons commencer par un aperçu de tous les sujets qui seront abordés dans ce podcast. L'histoire du patinage en France, la façon dont le patinage est perçu en France, la façon dont la France lutte contre les violences sexuelles et psychologiques qui apparaissent souvent dans le domaine du patinage. Si, il y a toujours cette idée d'un corps typique de la patineuse ou est-ce que c'est toujours effacé de la vie quotidienne? Le patinage artistique et quelques préjugés qui y sont toujours associés, le retard que l'équipe de France a sur les meilleures nations comme la Russie et même les États-Unis, qui ont remporté peut-être plus de médailles dans l'histoire que la France. L'histoire du patinage en France est apparue surtout au XVIIIe siècle comme une discipline. Les nobles aimaient se balader sur les lacs et les rivières gelées. Mais les patins qu'on connaît aujourd'hui, utilisés par des patineurs et patineuses, n'étaient pas encore apparus et donc ce que ces nobles utilisaient, c'était surtout l'os de bœuf qui était bien sûr taillé et utilisé comme lame. Cette activité de patinage n'était pas très populaire que dans l'aristocratie. Et c'était surtout dû à son coût élevé. Les premiers patins avec des lames en métal apparaissaient dans les années 1850 grâce aux travaux d'Edward Bushnell avec un socle en bois sur lequel était fixée cette lame en acier qui était attachée aux chaussures du patineur avec des sangles. Mais 10 ans plus tard, Jackson Haynes a intégré des éléments de danse au patinage, ainsi faisant naître le patinage artistique. La France est aussi l'un des pays qui ont pousser naître l'utilisation de la musique avec des paroles lors de la danse artistique dans le patinage. Comment est le patinage perçu en France? Donc, les Français ont tendance, dû à cette histoire, à voir le patinage artistique comme un sport élitiste très fermé. Cela a entraîné malheureusement une perte de talent dans l'Hexagone, dont je parlerai un peu plus tard. Comment est-ce que la France lutte contre les violences sexuelles et psychologiques qui apparaissent souvent autour du patinage? Donc, il y a une fédération française des sports de glace qu'on appelle la WFSG et cette fédération a promis le respect, la bienveillance et la sécurité dans le patinage et des sports de glace. Malheureusement, c'est désormais loin de la réalité et c'est promis de la part de la WFSG était après les révélations de Sarah Abitbol en 2020, après qu'elle a vraiment souffert les conséquences de ces violences. Sarah Abitbol a accusé son entraîneur de viol et d'agression sexuelle au début des années 90. Donc, dû à cela, il y avait quelques mesures de prévention qui ont été mises en place dans un club de Seine-et-Marne pour les jeunes patineuses. Donc, les mesures qui ont été mises en place, il s'agit des vestiaires genrés et des associés. D'accorder plus
d'attention à ce qui se passe dans ces vestiaires et aux personnes qui entrent dans ces vestiaires et la mise en place des références sentinelles dans chaque ligue et de plus en plus dans chaque club. C'était pour but de mieux recueillir la parole et améliorer la prévention. Ces personnes sont là pour défendre au cas où il y aura des violences. Donc, à propos des vestiaires genrés et dissociés, avant, c'était des vestiaires avec tout le monde, garçons ou filles. Dans 95% des cas, ce n'était que des mineurs, mais parfois, il y avait des personnes majeures de 18 à 19 ans dans un vestiaire avec des enfants de 6 à 7 ans. Donc, on peut vraiment imaginer le danger euh, qui auront la possibilité d'être présents dans une telle situation. Euh, donc, la réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours à mieux faire parce que tout récemment, il y avait cet scandale entre Guillaume Cizeron et son ancienne partenaire, Gabriela Papadakis, une Grecque qui a écrit un mémoire détaillant la violence sexuelle qu'elle a subie et le manque de progrès de la part de la Fédération française des sports de glace à son propos. Donc, elle a écrit ce livre pour ne pas disparaître après avoir souffert ces violences sexuelles, pour se faire entendre. Pour se faire entendre. Donc, pour ne pas disparaître, parle de la championne qu'elle est, la championne de patinage. Et dans ce livre, elle confie les raisons de son départ de ce sport. Donc, maintenant, pour aborder le sujet de l'idée d'un corps typique de patineuse. Donc, heureusement, il y en a largement plus. Clémence Méandu, une patineuse noire, a dit, moi, par exemple, je suis noire, je suis grande. J'ai le sentiment que tout le monde l'a accepté, qu'il n'y a plus vraiment cette pression qu'il faut absolument être mince. On peut toujours s'améliorer, mais on est sur le bon chemin. Malheureusement, même si ce préjugé n'est largement plus là maintenant, il y en a toujours quelques-uns qui existent. Selon une enquête qui suivait Anne-Sabine Brunel, présidente du club Entente Patinage Wascal, Lille Métropole, avec aujourd'hui 300 enfants, jeunes et adultes licenciés. Elle nous parle de quelques préjugés dans le sport toujours. Donc, par exemple, pour la danse sur glace, le patinage artistique et le patinage synchronisé, ces genres de patinage sont d'abord toujours perçus comme un sport que pour les filles. Environ 15 garçons ou hommes sur les 300 du club pratiquent sur toutes les disciplines. C'était une enquête menée par l'ANSEP et le ministère Jeunesse et Sport a montré en juillet 2000 qu'en France, 61% du total de 500 000 pratiquants de patinage sur glace étaient des femmes. Malgré que cela date un peu, le décalage est toujours présent. Et ces données n'ont pas beaucoup changé. Donc, on va poursuivre ce sujet du patinage artistique et ses préjugés parce que c'est intéressant que ces préjugés soient en existence, car à l'époque, le patinage artistique, comme beaucoup de sports en fait, était réservé juste aux hommes. C'était grâce à Florence Madeline que cela a changé. En 1902, elle a participé au mondial de patinage avec les hommes et s'est classée deuxième. Et l'année suivante, l'Union internationale de patinage a décidé d'exclure les hommes
et a créé des championnats du monde pour les femmes et le patinage devient ainsi l'un des premiers sports à se féminiser. Je dirais que plus de mixité de genre est essentielle dans le patinage. On a besoin de ces hommes pour que les femmes puissent travailler en couple en fait et de proposer des choses plus belles à regarder. Sans les hommes, le patinage en couple ne sera pas possible. Hum, et les données montrent que la plupart des gens profitent plus de regarder le patinage de danse en couple que seul. Hum, oui, donc, comme j'ai dit, le fait, c'est que le patinage artistique est toujours plus regardé par les femmes. Donc, voici un autre aspect qui contribue à ces préjugés. Donc, Anne-Sabine nous raconte la difficulté parfois de trouver sa place dans le sport en tant que garçon ou homme. Parfois, il y a des garçons qui font du patinage, mais qui ne veulent pas dire aux autres par peur du regard des autres. Et vu que j'ai fait un peu de patinage quand j'étais jeune, euh, je remarquais un cas similaire aux États-Unis. Donc, quand j'étais jeune et que je jouais au patinage, les hommes qui jouaient au patinage étaient souvent moqués par euh, les garçons qui faisaient, par exemple, d'autres sports de glace comme le hockey. Peut-être que l'équipe de France assure les meilleures nations comme la Russie et même les États-Unis est aussi un sujet dans le cadre du patinage, un patinage artistique qu'il faut aborder. La comparaison du patinage français est très difficile à tenir avec la Russie qui ont chaque année de nouvelles très jeunes patineuses. Selon Paul Perret, il a pensé que c'est très ironique en fait parce que c'est quasiment l'élevage en batterie pour la Russie. Elle traite leur équipe de patinage comme, comme elle allait aller dans le champ de bataille en fait. Et peut-être que c'est la façon dont la France doit commencer à traiter leur propre équipe. Euh, mais ce retard de l'équipe de France sur des autres nations sont également dus à un retard en termes d'infrastructure française. Donc, les méthodes d'entraînement russes sont différentes. Comme a noté Nathalie Pechala, la culture du patinage change tout. Laurent Dépouilly indique que la différence est due aux heures d'entraînement possibles. En France, il n'y a pas de patinoire réservée sans séance publique ou scolaire, il dit. Il n'y a pas beaucoup de centres d'animation dédiés seulement au patinage, en d'autres mots. Aux États-Unis, on peut s'entraîner de 4 heures du matin à 22 heures, voire plus, il dit. Hum, le résultat, malheureusement, c'est une fuite de talents de la France. Il y a plusieurs patineurs et entraîneurs qui ont quitté la France pour trouver des meilleures conditions pour l'entraînement. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron étaient, euh, étaient deux des gens qui se sont exilés à Montréal avec leur entraîneur français, Romain Augnauer. La diversité des niveaux à l'étranger est également plus que qu'on peut trouver en France. Dans les gros centres d'entraînement à Détroit ou Montréal, il y a des intervenants à tous les niveaux, y compris à la glisse, les pirouettes et les techniques, explique également Paul Perret. Le démantèlement des centres d'entraînement pour la danse sur glace en France est un autre facteur euh, qui ont exacerbé euh, cette fuite de talent de la France.
Il y a une quinzaine d'années, il existait trois gros centres d'entraînement de danse sur glace, mais la présidence de la WFSG a tout fait pour les démanteler. Aujourd'hui, il n'existe plus. Euh, Au début de ce podcast, j'ai parlé un peu de l'élitisme qui est associé avec le patinage. C'est presque collé à ce concept du patinage dans les esprits français. Et la raison, c'est basé bien sûr un peu dans l'histoire, mais malheureusement, le patinage est peint comme étant fermé et pas très accueillant en France. En 2014, le patineur en couple, Bruno Masso, souhaitait travailler avec Aliona Savchenko comme nouvelle partenaire. La WFSG n'a rien fait pour faire venir l'Allemagne en France. Par conséquent, l'Allemagne a payé Bruno Masso pour qu'il vienne s'entraîner sur son territoire avec Savchenko, lui offrant même un passeport pour qu'il puisse participer aux Jeux olympiques. Les efforts ont vraiment payé. Le couple a gagné la médaille d'or à Pyeongchang en 2018. Je vous laisse à la fin de ce podcast avec cette belle musique dans des performances lors des Jeux olympiques d'hiver de cette année. Je pense que c'était vraiment une des performances qui ont resté avec moi. J'ai vraiment aimé les coutumes qu'ils ont portées et je trouvais que leur chorégraphie allait vraiment bien avec la musique. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land.